Ce livre, intitulé « Du vrai, du beau, du bien », est en quelque sorte le résumé de 30 années d'enseignement au Collège de France. Et son propos est de faire une synthèse des connaissances récentes sur le système nerveux, sur le cerveau et ses relations avec les sciences de l'homme et de la société. Le fondement de ce livre, c'est essayer de présenter au public, dans des termes aussi simples que possible, ce qu'est la neuroscience. Il s'agit d'une discipline relativement nouvelle. Elle est née en 1971 avec le premier colloque de neurosciences aux États-Unis qui tentait de réunir des disciplines autrefois dispersées comme l'anatomie du cerveau, sa physiologie, les sciences du comportement et la biologie moléculaire, ainsi que l'imagerie qui était tout à fait naissante à cette époque. Depuis Platon, Descartes et la philosophie universitaire traditionnelle, il est coutume de séparer l'esprit du corps, l'âme du cerveau. Les neurosciences nous amènent à réviser cette opinion et le propos est précisément de fonder ces fonctions supérieures de raison, de conscience, d'émotion sur des bases moléculaires et cellulaires. Alors évidemment, on ne va pas passer de la molécule à la conscience sans transition. Il y a tout un espace à remplir qui est l'espace du cerveau. Et le propos, c'est de mettre en relation à un niveau pertinent les fonctions neuronales avec ces fonctions supérieures de notre cerveau. Par exemple, demander à un sujet ce qu'il perçoit, s'il a lu un mot, et essayer de retrouver dans notre cerveau des traces correspondant très précisément à ce traitement conscient du mot. Il y a d'autres méthodes plus classiques qui sont celles de la neuropsychologie, d'étudier les conséquences de lésions du cerveau sur ses fonctions cérébrales. Elles ont été inaugurées avec Broca et les aires du langage, mais maintenant on peut aller beaucoup plus loin et aborder non seulement les émotions, mais aussi la mémoire de certains mots, la perception consciente de l'espace et cette synthèse que constitue la perception, la contemplation du tableau. Donc il y a passage, en quelque sorte, de la neuroscience à l'esthétique, d'où une nouvelle discipline qu'on peut appeler la neuroesthétique. Même chose en ce qui concerne le jugement moral. Il est désormais possible non seulement de s'intéresser à l'empathie, c'est-à-dire la compréhension des états mentaux d'autrui, l'autre comme soi-même, mais également de rechercher les bases neurales de la vie en société, une vie coopérative, une vie plus harmonieuse dans le groupe social. Évidemment, ça n'exclut pas la recherche de ce que l'on appelle classiquement le mal. Qu'est-ce que le mal? Eh bien, c'est ce qui est justement en contradiction avec une vie sociale harmonieuse. C'est une définition un peu simple, mais sur laquelle on peut essayer de réfléchir et de construire une nouvelle manière de concevoir l'éthique, une manière qui est plus humaniste, qui est fondée sur une recherche des fondements naturels de l'éthique. En ce qui concerne le cerveau et la vie sociale, il est évident que l'acquisition du premier langage est liée directement aux capacités du cerveau du nouveau-né à internaliser, à stocker cette langue à partir de son environnement social. Il va également de soi que apprendre une seconde langue après la puberté va entraîner un accent. Là encore, c'est bien la manière dont notre cerveau fonctionne qui entraîne cet accent. Enfin, l'écriture est une invention humaine et notre cerveau a des capacités d'adaptabilité qui lui permet d'acquérir l'écriture en fonction de l'environnement social dans lequel l'enfant se trouve plongé. Il y a évidemment encore d'autres incidences très importantes qui portent sur la maladie mentale.
il va de soi que l'environnement joue un rôle important dans l'expression de la maladie, mais on sait désormais qu'il y a des bases biologiques. Il y a même des dispositions génétiques qui vont faciliter ou favoriser l'apparition d'un type pathologique comme la schizophrénie. On sait même que dans ce cas, il s'agit de lésions qui apparaissent tôt au cours du développement. D'où l'idée que, bien entendu, dans l'avenir, on va pouvoir trouver de nouveaux traitements pour aider les patients à ce qu'ils supportent d'abord leur maladie beaucoup mieux et que cette maladie elle-même ne s'exprime pas d'une manière aussi grave. Il y a une enveloppe génétique qui définit les traits principaux qui caractérisent l'être humain. Mais on oublie parfois que ce potentiel génétique s'exprime essentiellement, dans le cas du cerveau, après la naissance. Que la moitié des connexions qui s'établissent dans notre cerveau se forment pendant la période qui suit la naissance jusqu'à la puberté et que pendant cette période, l'interaction avec le monde extérieur est critique. Et c'est là que l'enfant apprend à parler, apprend à écrire, apprend les règles morales qu'il va suivre pendant le restant de ses jours. Et il y a donc des processus que l'on peut qualifier d'épigénétiques, c'est-à-dire qui se superposent à l'action des gènes. Au cours du développement du cerveau qui suit la naissance, le bébé va construire la connectivité et cette connectivité ne se construit pas comme on construit un ordinateur en mettant des circuits imprimés bout à bout. Pas du tout. En fait, les connexions entre cellules nerveuses se ferment progressivement par essai et erreur. Et il y a des phases d'exubérance où il y a plus de connexions qu'il n'y en aura chez l'adulte. Il y a donc un élagage qui va se produire et l'activité du cerveau va jouer un rôle critique dans cette élimination synaptique, d'où ce que j'ai appelé dans l'homme neuronal, apprendre c'est éliminer. Ce qui est important de souligner, c'est que cette expérience sur le monde va laisser des traces à l'intérieur de notre cerveau. Et en particulier, l'environnement culturel particulier va engager des circuits qui vont être caractéristiques de cet environnement. D'où l'idée de circuits culturels mis en place dans notre cerveau et qui correspondent à l'expérience que chaque individu a de son environnement. En quelque sorte, il n'existe pas deux cerveaux humains identiques, vu que l'organisation de chaque cerveau individuel reflète sa vie personnelle, sa vie individuelle, son expérience en tant qu'individu qu'en tant que personne dans un environnement social et culturel particulier. Et il va de soi qu'une des conséquences de cette épigénèse conduisant à la mise en place de circuits culturels va pouvoir être identifiée par des méthodes d'imagerie. Et en particulier, on peut distinguer les traces de l'apprentissage d'une écriture particulière et même au sein d'une écriture comme le japonais, le kanji et le kana qui vont laisser des traces différentes. Il va de soi que cette connaissance du cerveau de l'homme peut éventuellement conduire à une intrusion dans l'intimité de la vie de chaque individu et il y a à cet égard à faire attention. Les neurobiologistes, comme les scientifiques en général, doivent évaluer les conséquences des développements de la science sur la vie en société, conséquences éthiques, sur lesquelles il est indispensable d'avoir un point de vue et d'en débattre publiquement. Le but de ce livre serait évidemment de susciter une authentique recherche scientifique sur cerveau et sciences humaines. C'est encore tout à fait embryonnaire, il faut bien le comprendre. Chacun peut conserver les idées qu'il a, ses opinions, mais l'espoir est que le dialogue s'établisse et que progressivement les idées évoluent.